Les protocoles des sages de Sion rassemblent toutes les idées antisémites autour d'un complot juif international. Les protocoles des sages de Sion décrivent un monde dans lequel un plan occulte vise à mettre en place un gouvernement juif mondial. Les protocoles des sages de Sion, c'est le titre d'une histoire de conspiration, traduite dans une trentaine de langues et diffusée dans le monde entier. Un document soi-disant secret qui a attisé en son temps le fantasme d'extermination des Juifs chez Adolf Hitler. Et que l'on retrouve dans la charte de fondation du Hamas. Un brûlot antisémite que beaucoup de gens utilisent encore pour expliquer le monde. Ces textes avaient l'air tellement authentiques, dans la lignée des écrits antisémites, que beaucoup de gens y ont cru, et y croient encore. Les protocoles sont un texte violemment antidémocratique. C'est probablement le texte conspirationniste le plus puissant, le plus grave et finalement le plus dangereux de tous les temps. Nessuna notizia arriverà al mondo senza che noi l'abbiamo prima verificata. Au fil des décennies, les protocoles sont publiés dans le monde entier et deviennent un best-seller international, au point d'engendrer un mythe. Mais comment s'explique l'impact de ces 24 chapitres et leur apparente actualité ? Pourquoi un Kanye West, un des chanteurs et producteurs de musique les plus célèbres au monde, colporte-t-il cette histoire de complot antisémite ? The red are the executives that are Jewish. Pourquoi l'homme le plus riche du monde affirme-t-il que la famille juive de George Soros finance la désagrégation des sociétés occidentales ? In my opinion, he fundamentally hates humanity. He's doing things that erode the fabric of civilization. Pourquoi autant de personnes voient dans les conférences internationales la menace d'un gouvernement secret du monde ? Italy is gathered in Davos, Switzerland, at the World Economic Forum to plan the future for the rest of humanity. Pourquoi certaines personnes clament-elles régulièrement qu'une petite élite manipule les médias du monde entier ? Sur Internet en particulier, leur prétendue authenticité distingue les protocoles des milliers d'autres contenus antisémites qui circulent quotidiennement sur la planète. Comme si ce texte expliquait la plupart des crises et des conflits d'aujourd'hui. Remontons aux origines de ces fake news. Rares sont les gens à avoir lu le texte de ces protocoles. Il suffit d'en avoir entendu parler. C'est un document d'origine inconnue. Personne ne sait comment il a été rédigé il y a plus d'un siècle. Mais aujourd'hui encore, il continue à avoir de l'impact. Lorsque nous aurons instauré notre règne, nous mettrons au fer tous ceux qui oseront nous résister. Que ce soit à propos du livre publié ou d'extraits partagés sur Internet, le commentaire le plus fréquent à propos des protocoles, c'est qu'ils auraient pu être écrits la veille, tant leur contenu est actuel. Pour déconstruire ce mythe et en comprendre l'efficacité, il faut remonter aux sources mêmes de ces écrits. Les protocoles se composent de deux parties distinctes, bien que relativement séparées l'une de l'autre. La première partie décrit la stratégie et les manœuvres des conspirateurs pour ébranler et abattre l'ordre existant.
Pour cela, il recourt évidemment au pouvoir de l'argent. Mais ces mêmes conspirateurs cherchent aussi à corrompre les mœurs, à fomenter des révolutions, des guerres, à attiser la haine des classes, à répandre le chaos, avec pour objectif, et là c'est intéressant, que les non-juifs, complètement démoralisés, se tournent vers les juifs et leur offrent le pouvoir. Il leur demande de les libérer de ce chaos et de restaurer l'ordre et la paix. Après quoi, ils se soumettront à eux. La deuxième partie décrit la domination juive. Il n'est pas question ici de tyrannie sanguinaire. À ce propos, il me semble qu'on oublie la plupart du temps de dire que c'est le projet d'une sorte de dictature de la prospérité, avec des composantes socialistes, du travail pour tous, des différences de classe réduites. Mais on y trouve aussi des aspects négatifs, comme la dénonciation et des sanctions très strictes pour ceux qui sortiront du rang. Et ça rappelle, par certains côtés, le roman 1984 de George Orwell, où la surveillance est constante. Un des principaux objectifs qui est constamment décrit dans les protocoles des sages de Sion, c'est que les Juifs viseraient à désagréger les communautés pour plonger la société dans le chaos et établir leur domination sur le monde. Ce thème de la désagrégation est très présent. Il est toujours question de monter les gens les uns contre les autres et de provoquer l'effondrement du système. Ce sont les thèmes centraux qui sont développés dans ces protocoles. Encore un peu de patience et les révoltes et les effondrements se généraliseront. Avec les protocoles des sages de Sion se répand le mythe d'une réunion secrète de rabbins qui se serait tenue dans le cimetière juif de Prague. En réalité, cette histoire s'inspire d'un roman de Hermann Goetsche, publié en 1868 sous le pseudonyme de John Radcliffe. L'auteur des protocoles l'a pris directement pour modèle. Ce roman de Goetsche, et surtout le chapitre qui se passe dans le cimetière juif de Prague, rassemble tous les ingrédients du romantisme noir. C'est précisément à minuit que se retrouvent les conspirateurs, qui sont espionnés par deux hommes, qui feront plus tard le récit de cette rencontre. Dès l'origine, cette scène de genre purement gothique présente toutes sortes de motifs antisémites. Il y est question de manipuler l'opinion publique et de détruire l'ordre existant. Le tout étant, pour ainsi dire, fièrement rapporté. Mais là encore, on reste dans le romantisme noir. À l'ambassade de la Russie tsariste à Paris, les services secrets occupent alors deux bureaux. Le ou les mystérieux auteurs du texte ont-ils travaillé dans ces locaux dans le but de discréditer l'opposition contre le tsar Nicolas? On a longtemps considéré l'Okhrana, la police politique tsariste, comme l'initiatrice de ce texte. Rappelons qu'à cette époque, une réelle politique de discrimination sévissait à l'égard des Juifs. Une autre piste mène encore à Paris. À la Bibliothèque nationale, on a retrouvé des livres dont certains passages marqués figurent dans les protocoles. Une preuve que cet ouvrage est en grande partie un plagiat d'œuvres du XIXe siècle et que son auteur s'est servi de modèle en langue française. Il y a un argument très fort qui milite pour l'origine française des protocoles. C'est le fait, certain, indubitable, qu'il s'agit pour une partie d'un plagiat d'un livre écrit et édité en langue française, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, 1864, par un opposant à Napoléon III, Maurice Joly. Ça, on le sait. Mais comme il n'existe aucun manuscrit original français du texte, cette piste s'arrête là. La première version connue est rédigée en russe. C'est une édition qu'un certain Sergueï Nilous a publiée pour la première fois en 1905.
C'était un écrivain russe profondément attaché à la religion chrétienne. Sergueï Nilous rassemble pour la première fois les textes dans un livre. Auparavant, des extraits étaient déjà parus dans une revue russe antisémite. Nilous s'est contenté de publier l'ouvrage, mais il ne l'a pas rédigé. Au bout du compte, on ne sait toujours pas qui a écrit les protocoles, ni quand et dans quel but. En revanche, on peut être catégorique sur le fait que c'est un faux. Voilà. Les non-juifs sont un troupeau de moutons, mais nous, les juifs, nous sommes les loups. Les protocoles des sages de Sion sont considérés à juste titre comme un condensé de fantasmes antisémites, parce qu'on y trouve l'essentiel des idées reçues qui étaient colportées depuis le Moyen Âge. C'est par exemple l'idée que les Juifs forment un cercle douteux qui cherche à s'emparer du pouvoir et à dicter l'ordre du monde, avant tout par des moyens financiers. C'est le vieux stéréotype du Juif usurier, financier. Mais aussi l'ancienne métaphore du montreur de marionnettes, celui qui tire les ficelles. On connaissait déjà tout ça. Mais dans les protocoles, tous ces thèmes sont regroupés et condensés. Et ces textes avaient l'air tellement authentiques, dans la lignée des écrits antisémites, que beaucoup de gens y ont cru et y croient encore. La fin de la Première Guerre mondiale marque la défaite de l'Empire allemand et de ses alliés. Le pays s'enfonce dans le chaos. Puis arrive la Révolution russe. Les aristocrates émigrent et introduisent les protocoles en Europe occidentale. Étant donné l'atmosphère de l'époque, les protocoles semblent apporter une explication à tous ces désordres. De nombreuses personnalités croient tout d'abord en la véracité des protocoles, comme Winston Churchill, mais surtout l'industriel Henry Ford. Son livre antisémite, Le Juif international, devient un best-seller mondial. Il vaudra même à son auteur d'être décoré par les dignitaires nazis. Le seul jugement que je porterai sur les protocoles, c'est qu'ils s'appliquent à ce qui se passe actuellement. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont coïncidé avec la situation mondiale, et c'est toujours le cas. Les financiers internationaux sont derrière toutes les guerres. Ils sont ce qu'on appelle la juiverie internationale. Ça coïncide, dit Henry Ford, ce qui veut dire aux yeux des lecteurs antisémites et dans leur cerveau que les protocoles décrivent très exactement ce que les Juifs sont en train de planifier. Et peu importe si ces textes sont authentiques ou pas, ils collent avec la réalité. Ils expliquent ce qui se passe et induisent qu'il y a sûrement quelque chose de caché là derrière. C'est un texte qui, si on le considère pour authentique ou même pour vrai dans son contenu et sa portée, nous conduit à penser que les Juifs sont une menace. Et si les Juifs sont une menace, eh bien, il faut agir contre les Juifs pour neutraliser cette menace. C'est précisément ce qu'a fait le Troisième Reich. Il n'est guère étonnant que les protocoles des sages de Sion s'intègrent parfaitement à l'idéologie raciste et antisémite des dirigeants du national-socialisme. Mais quelle importance ont-ils eu exactement ? On nous demande souvent s'il y a vraiment un lien entre les protocoles des sages de Sion et les pogroms antisémites. Et même s'il existe un lien entre les protocoles et la Shoah, c'est-à-dire l'extermination industrielle de masse de 6 millions de Juives et de Juifs. Dans les années 1920, en Allemagne, les protocoles sont tirés à des centaines de milliers d'exemplaires. À lui seul, le NSDAP l'édite plus de 20 fois. À partir de 1933, la politique anti-juive et les persécutions ne cessent d'augmenter. Le message des protocoles se retrouve dans les livres d'école, dans la propagande destinée aux jeunesses hitlériennes et dans le matériel pédagogique de la Ligue des enseignants. Des idéologues nazis, comme Julius Streicher, directeur du journal antisémite Der Stürmer,
où Alfred Rosenberg croit en l'authenticité des protocoles et les diffuse. Alfred Rosenberg en publie même une édition personnelle. Adolf Hitler, lui aussi, s'intéressera très tôt à cet ouvrage. Il est étonnant que Hitler se soit si peu référé au protocole. Au début des années 1920, dans ses premiers discours, Hitler les évoque à plusieurs reprises et fait des allusions aux sages de Sion. Et puis il y a ce passage célèbre de 1924 qu'on cite souvent dans Mein Kampf, où il en parle de façon explicite. Toute l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. C'est ce que montrent de manière incomparable les protocoles des sages de Sion, tant honnis par les Juifs. Mais ce texte est un faux, clame à longueur de temps le Frankfurter Zeitung à ses lecteurs. C'est là la meilleure preuve qu'ils sont authentiques. D'autres dirigeants nazis sont plus sceptiques, comme le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels. Je pense que les protocoles des sages de Sion est un faux, parce que je ne crois pas les Juifs suffisamment stupides pour ne pas pouvoir garder secret des textes d'une telle importance. Donc, j'adhère à ce qu'ils racontent, mais pas à leur authenticité. Cet argument, qui est l'argument qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, qui est que on vous fait croire qu'il n'est pas authentique, mais de toute façon, l'important, c'est pas qu'il soit authentique ou pas, l'important, c'est qu'il dise vrai. C'est qu'il décrive le monde tel qu'il est en train de se... sous nos yeux. Adolf Eichmann, l'un des organisateurs de l'extermination des Juifs d'Europe, affirme pendant les interrogatoires et durant son procès à Jérusalem avoir tout d'abord cru à l'authenticité des protocoles. Pourtant, des propos enregistrés alors qu'il se cachait en Argentine prouvent le contraire. Die sind an Haaren herbeigezogen, haben die Russen an Haaren herbeigezogen in ihrem mystischen, in ihrem Hang zum Mystizismus. Das hat doch alles mit einem gesunden Volks- und gegenwartsbejahenden Standpunkt, mit einem politischen Kampf gegen diese nichts mehr zu tun. Pendant le national-socialisme, les protocoles des sages de Sion n'ont fait l'objet d'aucune adaptation cinématographique. Mais leur thème principal est omniprésent dans les journaux, comme Der Stürmer, ainsi qu'au cinéma et aux actualités. Tous les films antisémites nazis traitent de conspiration. Am Anfang des 20. Jahrhunderts sitzen sie überall an den Knotenpunkten der Welt- und Geldwirtschaft. Sie sind eine internationale Macht. Obwohl nur 1% der Erdbevölkerung, terrorisieren sie doch mit Hilfe ihres Kapitals Weltbörse, Weltmeinung und Weltpolitik. Plus tard, la philosophe Hannah Arendt pointera à quel point l'État nazi était proche du système dictatorial décrit dans les protocoles. Hannah Arendt l'a bien relayé. Elle dit qu'au fond, l'organisation de l'État nazi est exactement calquée sur ce que les sages de Sion projettent de faire, avec en particulier le musellement de la presse, un appareil répressif, et même jusque dans les aspects d'une dictature de la prospérité. Hitler a remis les Allemands au travail, et les sages de Sion disaient bien qu'ils voulaient que tout le monde travaille, que c'était impératif. Les protocoles peuvent inspirer encore pas mal de dictateurs. À partir du début de la Seconde Guerre mondiale, les protocoles disparaissent de l'arsenal de propagande nazie. On ignore encore pour quelles raisons. Les nazis avaient-ils fait le même constat que Hannah Arendt? Ce qui est sûr, c'est que dès que Goebbels et Hitler les évoquent, c'est pour se livrer à des fantasmes d'extermination. Les protocoles sionistes sont toujours aussi modernes aujourd'hui qu'au moment de leur première publication. On est étonné par l'extraordinaire perspicacité avec laquelle ils décrivent la volonté de domination des Juifs sur le monde.
Le Führer considère qu'on peut leur accorder une entière crédibilité. Il ne reste donc plus au peuple moderne qu'à exterminer les Juifs. Si Hitler ne fait plus de référence directe au protocole, il en reprend tous les éléments de langage dans ses discours jusqu'en 1945. Ich glaube, dass wenn es gelänge, der jüdischen internationalen Presse und Propagandahetze Einhalt zu gebieten. Diese Verschwörung damals von Juden und Kapitalisten und Bolschewisten, diese Verschwörung, die wollten wir beseitigen. Sofort begann das Judentum, aber nunmehr mit der planmäßigen inneren Zersetzung unseres Volkes. Wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Pas pour rien qu'on a parlé des protocoles des sages de Sion comme d'un passeport pour un génocide. Tuer, assassiner des gens, des innocents, ça suppose d'avoir un discours de justification dans la tête, un discours de justification qui vient nous exonérer de nos responsabilités, nous dire finalement on a bien raison de faire ce qu'on est en train de faire, on est légitimé à le faire. Après l'effondrement du régime nazi et l'extermination de masse des Juifs, on pense que l'antisémitisme va définitivement disparaître. Et pourtant, avant et après la Shoah, les idées antisémites des protocoles n'ont cessé d'inspirer des actes de violence individuels. Les idéologies conspirationnistes antisémites transmettent toujours l'idée qu'il y a urgence, qu'il faut agir maintenant pour éviter le désastre. Et cette idée est interprétée comme un appel à l'action par ceux qui croient à ces thèses. Ils se sentent appelés à agir maintenant contre le mal dans le monde, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les Juifs aient étendu leur domination. L'une des premières victimes est Walter Rathenau. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar est assassiné par un groupe nationaliste d'extrême droite en 1922, peu après la parution de la première édition allemande des protocoles. L'assassinat de Rathenau a été en partie motivé par l'idée que Rathenau était l'un des sages de Sion. Il existe donc un lien direct entre la publication des protocoles et les motivations de ce meurtre. Et on retrouve de grandes similitudes avec les idées conspirationnistes qui se sont propagées dans un passé récent. Par exemple, à l'occasion de l'attentat de la synagogue de Pittsburgh. A Pennsylvania truck driver convicted on all 63 counts for the Sabbath day attack on a Pittsburgh synagogue back in 2018. Dans les textes et les posts publiés sur les réseaux sociaux par les auteurs d'attentats, comme celui de la synagogue de Halle en Allemagne en 2019, on retrouve des éléments de langage qui sont calqués sur ceux des protocoles des sages de Sion, comme l'idée de contrer une conspiration juive mondiale. Assurément, il y a des mensonges mortels, des mensonges qui tuent. C'est vrai des protocoles et c'est vrai de campagnes de désinformation, de calomnie, de manipulation de l'information qui ont conduit à des drames. Les applications de nos portables sont remplies de commentaires antisémites qui sont en partie inspirés par le fantasme d'extermination des Juifs. Je parle ici de menaces de violence concrètes. En tant que personne juive, on est confronté à toutes sortes de récits de complots. Je connaissais déjà les protocoles des sages de Sion quand j'ai commencé la fac. Et je me souviens très bien que quelqu'un m'a demandé, en apprenant que j'étais juive, si mon téléphone était rempli de contacts de personnalités influentes.
Ce n'est qu'une variante de ce récit du complot mondial qui prétend que nous sommes tous puissants et influents. C'est la nature même qui nous a désignés pour régner sur le monde entier. Au cours du XXe siècle, les protocoles deviennent un best-seller international, traduit dans une trentaine de langues et diffusé sur tous les continents. Parfois avec le texte original, parfois adapté au contexte du pays. Peu de livres ont connu une diffusion aussi importante. Une audience mondiale pour ce qui reste un faux et un usage de faux antisémites. Les protocoles sont très simples à adapter à d'autres contextes nationaux. Ils ne se limitent pas à l'Europe, d'autant qu'ils mentionnent de façon explicite l'Amérique, la Chine et le Japon comme sphère d'influence de cette société secrète soi-disant juive et franc-maçonne. Les protocoles sont autant lus en Amérique du Sud qu'au Japon, des milieux culturels complètement différents. C'est un texte ouvert qui laisse beaucoup de latitude et un texte très moderne. De toute façon, dès lors qu'on a traduit les protocoles en français, en allemand, en anglais, etc., on a accompagné ces traductions de commentaires. Et donc, il y a autant d'éditions des protocoles des sages de Sion qu'il y a de commentateurs des protocoles des sages de Sion. Et chacun a sa propre lecture des protocoles. Certains vont le tirer plutôt vers l'antisionisme, d'autres vont le tirer vers l'antimaçonnisme, certains vont mettre l'accent plutôt sur un aspect plutôt qu'un autre. Et donc, à travers les époques et les conditions dans lesquelles il a été traduit et édité, on a des protocoles différentes. Une autre sphère géographique a été très marquée par les protocoles des sages de Sion. Après la Première Guerre mondiale, le livre fait son entrée dans le monde arabe. Les protocoles ont été traduits en arabe pour la première fois en 1925 par des prêtres chrétiens du Caire. Un an plus tard, ils ont été publiés dans un journal catholique de Jérusalem-Est. Puis, au cours des années 1930, ils ont attiré l'attention de personnalités musulmanes comme Amin al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem. Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Initiateur très autoritaire du mouvement national palestinien, al-Husseini a aussi coopéré avec les nazis. Dans ses propos antisémites, il fait constamment référence au protocole des sages de Sion. On sait aussi que Amin al-Husseini, le moufti de Jérusalem, croyait à l'authenticité des protocoles. On sait qu'ils étaient lus par les frères musulmans égyptiens aussi. Il y a des références explicites aux protocoles à cette époque-là. En Égypte, le président Nasser est lui aussi un fervent partisan des protocoles. Il charge son ministère de l'Information d'en assurer la diffusion, bien au-delà de la sphère arabe. Mais c'est sans doute après 1967, après le tournant de la guerre des 6 jours, que les protocoles vont se diffuser plus largement dans le monde arabe et dans le monde musulman en général. Il est vrai que dans beaucoup de pays arabes, les protocoles sont en vente dans les librairies. Et dans sa charte, le Hamas se réfère directement à ce livre. On peut lire dans cette charte: Aujourd'hui, c'est la Palestine. Demain, ce sera tel ou tel autre pays. Le plan des sionistes est sans limite. Ce plan est inscrit dans les protocoles des sages de Sion et le comportement actuel des sionistes est la preuve parfaite de ce que nous disons. Dans la charte fondatrice du Hamas, les protocoles des sages de Sion sont explicitement mentionnés comme une source sérieuse et aussi comme une légitimation à leur projet génocidaire qui est l'extermination des Juives et Juifs d'Israël, mais aussi du monde entier. بروتوكولات حكماء صهيون هناك من يشكك في صحته. هذه من الأشياء التي يشكك بموجبها في مثل هذا الكتاب. لكن إذا ما نظرنا إلى الواقع وجدنا أن ما يوجد في هذا الكتاب هو الذي ينفذ. صهيون الأول اللي البعض بسميها بروتوكولات حكماء صهيون يريدون نشر الفتن في جميع البلدان ونشر الاضطراب والقلاقل فيها حتى هم يعني بالمحصلة يحكموا. Donc la référence au protocole
est là tout simplement pour expliquer que les Juifs ont un projet de conquête absolument insatiable, qu'ils ne s'arrêteront pas là, qu'ils ne s'arrêteront pas aux frontières du Grand Israël, qu'ils veulent conquérir le monde, qu'ils veulent la domination universelle. Et c'est exactement comme cela que sont présentés depuis l'origine les protocoles des sages de Sion, comme un programme de conquête du monde par les Juifs. On voit que les protocoles des sages de Sion ont remporté un immense succès dans le monde islamique. Et on constate que ça continue aujourd'hui, et pas seulement dans les cercles les plus radicaux. En 2004, l'autorité palestinienne a sorti un livre d'histoire pour les élèves de lycée qui citait les protocoles comme une source sérieuse. Une série de décisions secrètes issues du congrès de Bâle sont connues sous le nom de protocole des sages de Sion. Ceux-ci comportaient des plans de domination du monde. Et ce livre a été financé par l'Union européenne. On doit garder en tête que, dans beaucoup de pays arabes, l'antisémitisme est enseigné dans les écoles, que des faits historiques sont passés sous silence et que beaucoup de gens sont malheureusement socialisés dans un cadre antisémite. Cela dit, ça n'explique pas pourquoi, en Allemagne, l'antisémitisme est malheureusement présent aussi chez des musulmans et des musulmanes de la 2e ou 3e génération. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la propagande en Russie, le pays qui a probablement lancé les protocoles, renoue de plus en plus avec les narratifs antisémites. Le président Poutine lui-même n'hésite pas à faire des allusions explicites et à affirmer que des forces occultes soutiennent le président Zelensky. Quant à son ministre des Affaires extérieures, Sergueï Lavrov, il prétend que la presse internationale est dirigée par des élites occidentales mondiales aux visées néocolonialistes. Conspiracy Watch, c'est un service de presse en ligne consacré à l'analyse critique des théories du complot, de la culture complotiste. Donc ça documente le phénomène complotiste et ça donne des clés de lecture, des clés d'analyse pour comprendre ce qui est en train de se passer avec la désinformation, les rumeurs en ligne et ces théories du complot qui sont souvent liées à des contenus extrémistes, racistes, antisémites en particulier. Ouais, c'est ok pour moi. On identifie assez bien les raisons pour lesquelles des gens se mettent à adhérer à des théories du complot. Il y a une motivation qui peut être politico-idéologique, ou financière, ou économique, mais il y a très souvent une motivation psychologique. Le narcissisme, avoir l'impression de faire partie d'une élite sachante, qui a compris ce que le reste du monde n'a pas compris, donc d'être particulièrement clairvoyant, d'être une sorte de héros, qui sort de la caverne, qui voit les choses par lui-même, derrière les apparences. C'est inévitable. Nous nous emparerons du pouvoir en inoculant des épidémies. La pandémie du coronavirus a entraîné une forte recrudescence des théories complotistes. Les narratifs antisémites ont vite pris de l'ampleur au sein des mouvements de protestation. Au fond, l'antisémitisme n'est pas tant le problème des Juifs que celui des antisémites ou des gens qui adhèrent à ce genre d'idées. On peut classer ces personnes en différentes catégories. Parmi ceux qui se considèrent comme des citoyens du Reich, mais aussi d'autres groupes d'extrême droite, le mythe du grand remplacement ou de la mort du peuple est vu comme un objectif ciblé par les Juifs contre la population allemande. Mais on peut mettre aussi sur le même plan les accusations que les Juifs, par exemple, auraient utilisé les vaccins en les rendant obligatoires pour faire disparaître la population allemande à l'exception des seuls Juifs. Parallèlement, on a vu, et on voit encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, un nombre sidérant de vidéos et de messages complotistes qui renvoient directement au fameux protocole des sages de Sion. Des vidéos sur TikTok, mais aussi sur Instagram et autres, qui affirment que le lobby juif ou le lobby sioniste
influencerait en sous-main les gouvernements du monde, comme ceux des États-Unis ou de l'Allemagne. Il existe une foule d'exemples qui montrent que cette croyance en une conspiration est encore bien présente dans les sociétés et la population. Le complotisme, c'est un danger pour la démocratie, au-delà même de sa déclinaison antisémite ou anti-juive, parce qu'il véhicule l'idée que derrière le pouvoir visible, il y a un pouvoir caché, que les vraies décisions politiques sont prises ailleurs et pas par le peuple lorsqu'il est appelé aux urnes et qu'il est appelé à voter. Donc les gens, dans cette vision du monde-là, les citoyens, ne sont pas les acteurs de leur propre destin, ce sont uniquement des dupes, des gens qui ont été trahis, trompés par une élite par définition corrompue. Nous, les Juifs, nous occupons déjà une position dans ce monde que nous n'aurions jamais osé imaginer, même dans nos rêves les plus fous. Il y a un thème qui est déjà présent dans les protocoles des sages de Sion, c'est l'idée du gouvernement mondial unique. Et ce terme du gouvernement mondial unique, il constitue le point de doctrine central de ce qu'on appelle l'antimondialisme. Et cet antimondialisme, il irrigue toute l'extrême droite occidentale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'à Davos, au Forum économique mondial de Davos, ou dans des instances comme la commission trilatérale, eh bien, en réalité, on a un début de commencement de gouvernement mondial, de gens très puissants, une élite, qui se réunit pour décider à notre place de ce que vont être les choix pour l'avenir, de qui va nous diriger, etc. During COVID, the WEF actually dictated the lockdowns that shifted $4 trillion upward to this new oligarchy of corporate billionaires. Ces histoires de complot sont assez captivantes. C'est pourquoi on les retrouve dans l'intrigue d'innombrables films. Il se passe des choses bizarres et tout d'un coup, un personnage en prend conscience. Parmi les films qui exploitent cette idéologie conspirationniste, il y a Matrix, qui a été par la suite récupéré par l'extrême droite. Matrix décrit un monde où l'humanité est contrôlée par les ordinateurs. Et ces ordinateurs ont réussi à créer une illusion. Tout n'est qu'apparence. C'est une illusion, un super complot. Do you want to know what it is? You take the blue pill, the story ends. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. C'est la dualité entre la pilule bleue et la pilule rouge. Si on prend la bleue, on reste dans l'ignorance du monde, on continue à se laisser manipuler. Mais si on prend la rouge, elle nous ouvre les yeux sur la conjuration qui est censée se jouer dans le monde. Évidemment, Matrix n'est pas un film antisémite, à l'inverse des protocoles. Il faut faire la part des choses. Mais il y a des points de convergence avec les idéologies complotistes. Et ces points peuvent être instrumentalisés par des gens qui disent que ce qui se passe dans Matrix fait penser au monde réel. Et que tout n'est pas forcément ce qu'on croit, qu'il existe peut-être une main invisible qui nous dirige. Pour les gens qui baignent dans la culture populaire, ce type de récit est certainement plus inspirant que les publications du Council on Foreign Relations ou du Forum économique mondial. Umberto Eco est l'un des rares écrivains à s'être approprié le mythe des protocoles de façon critique et éclairée. Will Eisner, lui, a signé un roman graphique sur le sujet. Umberto Eco et Will Eisner s'emparent de l'intrigue classique, celle de la conspiration inventée à Paris par la police secrète russe. C'est une histoire pleine de suspense, sur laquelle on peut laisser libre cours à son imagination, mais qui n'est pas tenable sur le plan historique. Les protocoles des sages de Sion sont un concentré de thèmes antisémites. Et ces thèmes créent leur propre dynamique. Si bien qu'aujourd'hui, on les voit réapparaître tout d'un coup ailleurs, là où on ne s'attendait pas forcément à les trouver.
Dans le jeu vidéo L'héritage de Poudlard, les kobolds sont les ennemis, les méchants, qui tentent de prendre la domination. C'est un exemple qui montre que les gens ne sont pas toujours conscients que ça repose sur des récits antisémites, autant sur le plan visuel qu'au niveau de l'intrigue. Il se trouve aussi que des références populaires s'avèrent beaucoup plus efficaces, tout simplement parce qu'il est plus facile de les raconter et de les transmettre, et aussi parce qu'elles ont une structure narrative plus forte. Le rap véhicule lui aussi des allusions antisémites. Que ce soit en France, en Allemagne ou aux États-Unis, il est souvent question d'un complot mondial et d'un contrôle de la finance par les Juifs. Kanye West reprend les mêmes narratifs. Les Juifs dominent le monde parce qu'ils ont beaucoup d'argent. A world Jewish conspiracy or of Jews controlling the media, economy, government, or other societal institutions. But isn't that what you said? That Jews run everything? Yeah, but that actually is considered to be anti-Semitic. Right. Dans le rap allemand, on trouve également des thèmes à connotation antisémite. Le chanteur et producteur de musique Kollega a suscité une polémique. Il y a également le cas de Kollega. Dans ses textes, il recourt au code complotiste, parle du nouvel ordre mondial et explique dans ses interviews que les médias sont sous contrôle. Et un beau jour, en 2016, il sort le clip Apocalypse, qui n'est rien d'autre qu'un récit complotiste antisémite. Mir wurde offenbar, was sonst niemand anderes sah. Doch jetzt sieht man die Gefahr von Palästina bis Katar. Was geschrieben stand, ist wahr. Im Talmud, im Koran und in der Bibel lass ich's nach. Der Niedergang ist nah. Les paroles décrivent comment les forces du mal cherchent à prendre le pouvoir et à le conserver. Or, le chef de cette armée du mal règne aussi sur Jérusalem-Est. Et il est très clairement désigné comme juif dans une séquence où on le voit porter une bague avec une étoile de David. Au départ, ce ne sont que des allusions. Puis les codes antisémites se mettent en place et à la fin, les Juifs sont désignés comme les artisans d'un complot juif mondial. Pour empêcher les masses de réfléchir, nous détournerons leur attention en les amusant par des jeux, des divertissements et des passions. De manière générale, on peut dire que les posts antisémites sont plus souvent effacés sur les réseaux sociaux les plus importants que sur les petites plateformes. Tout simplement parce qu'ils y sont plus nombreux. Il faut toutefois signaler une exception, qui est la plateforme X, anciennement Twitter. Beaucoup de Juives et de Juifs ont quitté cette plateforme au cours de ces derniers mois parce qu'elle est vraiment devenue un lieu de noirceur. Elon Musk y publie régulièrement des messages à contenu antisémite et complotiste. Il expérimente et il s'amuse constamment à y intégrer des codes et des références antisémites. On voit régulièrement Elon Musk aimer ou partager des messages antisémites, postés par des utilisateurs de X, anciennement Twitter. Et il propage lui-même des idées complotistes et des thèmes antisémites. Puis nous avons remplacé le souverain par une marionnette, par un président issu du bas peuple, du milieu de nos esclaves. Il y a des permanences, des images, un bestiaire notamment qui revient toujours le même, qui renvoie à l'idée du tireur de ficelle, du marionnettiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dès le XIXe siècle, dans des caricatures, dans une iconographie antisémite très classique. Des marionnettistes juifs qui contrôleraient les personnalités politiques, que ce soit l'économiste français Jacques Attali ou l'investisseur américain George Soros. Ce thème était encore d'actualité pendant les dernières élections présidentielles américaines.
Which is like nobody's even bothering to try to kill Kamala because it's pointless. What do you achieve? Nothing. No, it's totally just find right. another puppet. I mentioned as a joke, I meant it as a joke, that no one's even bothering to try to kill Kamala. You know, because there's no point. There's no point. Is what just get another puppet. You know. Enfin, toutes ces choses-là sont dites, racontées, théorisées très, très clairement dans des vidéos qui, mises bout à bout, sont absolument interminables. Là, on parle de centaines, peut-être des milliers d'heures de vidéos depuis des années. On est en droit de se demander si l'intelligence artificielle n'accélère pas encore la circulation de l'antisémitisme. C'est le cas, sans aucun doute. Il est désormais possible de retoucher ou de produire des images par l'intermédiaire de l'IA, en particulier ces caricatures de juifs grimaçants. C'est très rapide et simple à faire, et ça circule à toute vitesse. L'avenir ressemblera-t-il à ça ? L'intelligence artificielle continuera-t-elle de permettre à n'importe qui de générer des images racistes ou antisémites et de les faire circuler sur toutes les plateformes accessibles, où elles serviront à leur tour à entraîner d'autres IA ? Alors ces générateurs d'images reproduiront et propageront ces contenus toxiques en les interprétant comme des données normales et souhaitées. Si quelqu'un qui est a priori hostile à l'antisémitisme voit et entend sans arrêt la même chose, si on propage devant lui les mêmes rumeurs, si on déverse devant lui des torrents d'images avec un même contenu, son cerveau deviendra tôt ou tard perméable aux idées qu'on lui assène. Est-ce qu'il y a des mensonges qui ne meurent jamais ? Oui, il y a ce qu'on appelle des idées zombies. On les a réfutées 1000 fois, mais elles réapparaissent. Elles réapparaissent comme si elles refusaient de mourir. Parviendra-t-on un jour à endiguer ce déluge antisémite charrié par Internet ? Ce flot de données héritées des protocoles des sages de Sion ? Si on considère ce qui se passe en ligne, je pense qu'il en va vraiment de la responsabilité des plateformes. Il n'est pas tolérable qu'un appel au meurtre de juives et de juifs ne soit pas repéré comme antisémite par Meta. Ça veut dire que la régulation des contenus n'est pas prise en charge. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. Here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Le succès des protocoles des sages de Sion montre qu'il ne suffit pas de réfuter l'antisémitisme, parce qu'on ne peut pas le réduire à un simple préjugé. Il génère aussi des sentiments très forts, des émotions et des affects comme le dégoût, l'envie et, dans les cas extrêmes, la haine. Si j'arrive en disant que c'est juste une légende, certaines personnes ne le croiront pas parce qu'elles ne veulent pas le croire. Denn es gibt böse Mächte, dunkle Mächte, die versuchen zwischen uns Zwietracht zu sehen. Unser Feind ist eine krankhafte Idee, dessen Anhänger Fanatiker und geisteskranke Mörder sind. Es geht darum, diese Ideologie zu bekämpfen und sie nennt sich Zionismus. Il faut comprendre aussi que l'antisémitisme véhicule une dimension émotionnelle très forte sur laquelle on n'a pas forcément de prise par des voies rationnelles. Ça implique qu'il faut déployer différentes approches pour parler de l'antisémitisme, dans l'opinion publique, mais aussi dans la sphère privée. Die Juden ziehen überall im Hintergrund ihre Strippen. So oder ähnlich stellt sich die Welt dar, wenn man an Verschwörungsmythen glaubt. Doch woher kommt diese Vorstellung? Wie so oft hängt es mit dem Antisemitismus? Ce n'est pas en multipliant les formats pédagogiques qu'on résoudra le problème. Il faut bien admettre qu'ils n'atteignent que ceux qui y sont ouverts. Et donc, face à cette urgence, je crois qu'il est important que la démocratie régule ce qui circule
sur les plateformes de réseaux sociaux, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons démocratiquement, la régulation se fera de toute façon, mais elle se fera par la loi du plus fort. L'antisionisme relève aussi de l'antisémitisme à partir du moment où entrent en jeu des stéréotypes antisémites qui se mêlent au thème sioniste. Et ça apparaît clairement quand ceux qui dénoncent une certaine politique israélienne s'en prennent aussi aux personnes et aux institutions juives qui se trouvent en Allemagne. Les théories du complot, l'islamisme et les idéologies extrêmes, hostiles et haineuses, ne concernent pas seulement les juives et les juifs, mais la société tout entière. Quand l'antisémitisme et les récits conspirationnistes se propagent librement, c'est un signe de mauvaise santé pour la démocratie d'un pays. En réalité, les protocoles aujourd'hui ne sont pas un livre qui est lu. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'important, c'est que les thèmes qu'on trouve dans les protocoles se sont banalisés considérablement. Ils ont une audience internationale et ils ne sont pas prêts de disparaître. Quand on demande à des élèves ou à des étudiants de citer 5 termes qui leur viennent à l'idée quand ils pensent aux Juifs, on entend Shoah, camp de concentration, persécution, victimes et peut-être aussi Israël. Et moi, j'aimerais qu'un jour, on reçoive comme réponse les 10 commandements, Moses Mendelssohn, Kafka, Einstein, prix Nobel. J'aimerais entendre ça un jour, plutôt que des termes toujours négatifs.